ça va tirer dans les coins, globalement. Oh, il y a beaucoup d'ego dans Warhammer 40 000 compétitif. Quand un live avec Evie de FWG, je pense que c'est FWS, malgré les hauts et les bas de la chaîne, tu as su garder le cap, faisant partie de mon quotidien durant mes sessions peinture. Quel serait l'élément déclencheur qui te ferait arrêter YouTube selon toi? Quelles sont les factions que tu as disponibles dans ton studio? L'anecdote la plus salée, celle que j'ai gardée en mémoire. Salut les amis, c'est Europe, bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je me prête à un exercice auquel il faut bien se prêter, c'est la FAQ. Je vais répondre à vos questions, mais pas que. Je vais en profiter aussi pour faire le bilan de la chaîne, un petit peu le où ce qu'on est, où ce qu'on va de Creative Wargame. Et j'en profiterai pour aussi vous faire un petit tour du locataire, les gars, vous montrer un petit peu le studio et je vais surtout m'attarder sur les figurines parce que bon, finalement, Creative Wargame, c'est une chaîne de Wargame sur Warhammer 40 000, donc je vais vous montrer les armées de la chaîne, je vais vous montrer les belles figurines dans laquelle que je possède, tout simplement, mes petites fiertés, mes petites pépites, voilà, vous allez voir, il y a de mémoire, il y a plus de 2500 figurines au studio, il y a plein de choses à vous montrer, vous allez voir, je vous fais faire un petit tour de piste, parce que finalement, vous me voyez souvent via cette caméra quand je fais des podcasts, et quand on est en rapport de bataille, bon, bah, globalement, les plans de vue sont un petit peu segmentés, là, vous allez rentrer dans l'insider de Creative Wargame, je vais tout vous montrer, je vous dévoile tout, je vous dis tout, les gars, avec comme mot d'ordre, parce que la chaîne a 7 ans, les amis, certains l'aiment, d'autres le détestent, mais pourquoi? Pourquoi donc Europe est-il aussi clivant au sein de cette communauté de passionnés qui est celle de Warhammer 40 000? Allez, c'est parti pour la FAQ. Et je vais commencer par répondre à vos questions. Alors, toi, ne bouge surtout pas, hein? Tu restes bien dans l'axe. Je crois que ça va beaucoup te plaire. Bon, j'ai déjà fait des FAQ par le passé, et quand on les propose sous un format vidéo YouTube où les gens vous mettent des questions dans les commentaires, et c'est très impersonnel, les gens se permettent des questions que là, pour le coup, je n'ai pas eu sur le Discord, parce que le Discord, c'est beaucoup moins impersonnel. Je vous ai trouvé très réglo sur les questions, ça me va, honnêtement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de sujet tabou pour cette FAQ. Ouais, je te fais peur. C'est Halloween. Coucou. Ça va tirer dans les coins, globalement. Ça va ricocher. Va y avoir des dommages collatéraux dans cette vidéo. Ça va être très drôle. Et alors ici, c'est le petit coin que vous ne voyez pas, qui est un petit peu caché, mais finalement on y trouve. Vous allez voir dans les commentaires, on me demande si j'ai une pile de la honte. J'en ai pas, mais en fait, parce que c'est pas une pile de la honte. C'est des trucs en impression 3D. Et en fait, là, j'ai pas mal de matos. Il y a un petit peu de tout, en vrai. Il y a un petit peu de tout. Il y a tout le truc de peinture. Là, il y a un petit peu de matos de soclage. Là, il y a quelques figurines. Je sais pas trop quoi en faire. Là-dedans, il y a tout mon matos de peinture. Voilà, je sais pas trop quoi en faire. Ça, c'est les quelques figurines neuves qui traînent au studio. Et après, là-dedans, il y a beaucoup d'impression 3D. Il y a un petit peu de bombe de peinture. Du bits. Un ventilo. Un bloc électrique. Un tableau, tout ça est très qualitatif. Après ici les gars, c'est la chaudière de la maison. Voilà, elle est là. D'ailleurs vous voyez, je pense qu'elle bug un peu. Et après ici on a le premier stock des armées. Donc voilà, ici on a de l'Eldar et du culte Genestealer. Et en fait ici vous avez de l'Eldar et du culte Genestealer. Ici on a du World Eater. Et vous avez ici du World Eater, ça c'est pas mal, de l'Admech, j'ai beaucoup d'Admech, grosse armée Admech. Ici on a de l'Admech, là c'est plutôt tout ce qui est Sicarien et les ovipares, tout ce qui est Terraxi. Là on a de la masse infanterie orc après au-dessus. On a du Necron, le Necron c'est un peu le bordel, là-dedans je vais pas vous mentir, là-dedans il y a un petit peu à boire et à manger, là-dedans il y a du Necron. Vous noterez que tout est peint. On a encore du Necron, je pense que c'est encore un peu le bordel. Oui, et surtout qu'il y a du Necron aussi là-dedans. Là, c'était les figurines, il y a des spectres, il y a des Destroscorpec, et il y a du monde aussi ici. Du Space Marines avec des socles de 40 mm et plus, donc à savoir des Blade Guard, des Frères d'épée, des Terminators, des Eradicators, donc voilà. Là, il y a du Marines ici aussi. Là, c'est des socles. Là, c'est de l'Astra Militarum. Comme je vous dis, cette Astra Militarum, elle est en vente. Là, c'est des vieilles motos SM. Non, c'est des Outriders, donc c'est pas des vieilles motos. Là, c'est de la moto, du quad. Ici, on a quoi? Décor.
Ici, ce sont des mallettes remplies de figurines. Là, je crois qu'il y en a une où il y a 80 guerriers Necron. Dedans, il y a du culte Gen Stealer. Il y a moult figurines Gen Stealer. Donc ça aussi, c'est rempli de figurines. Et là, j'ai encore un petit paquet de poches AD. Et ça, c'est ma machine à laver. Donc vous voyez, vraiment, on alterne. Famille, Wargame, Wargame, famille. Wargame, Wargame, famille. Ça, c'est le pan de mur le plus dégueulasse du studio. Bon, je peux pas y faire grand-chose. Mais c'est comme ça, quoi. Là, vraiment, je pouvais pas l'améliorer. Donc celui-ci, vous ne le voyez que très rarement, ce pan de mur. Voilà. Par contre, ici, on se tourne. Et là, ça devient plus intéressant. Là, c'est mon setup de travail. C'est là où vous me voyez en live. Là, d'ailleurs, c'est là, ici, que je vais enregistrer la FAQ avec ce point de vue-là. Relativement simple, hein, un micro, un GH5 avec un camlink, hein, pour transformer la caméra en webcam, et du coup ça me permet de faire plein de choses. Et ça c'est un hack ultime. Vous ne le connaissez pas, mais ce truc là c'est un hack ultime. En fait je me suis rendu compte quand je vais en tournoi que à la 3e ronde c'est toujours une galère. C'est toujours une galère parce que j'ai mal aux jambes, etc. Et en fait j'ai utilisé ça une fois. Et bah les gars, je vous assure que ça m'a changé la life en tournoi. Parce que je suis en claquette, oui. Parce qu'en fait ça détend de ouf les cuisses et les mollets aussi, je le fais sur les mollets. Et franchement, ça c'est game changer les gars. Si vous avez mal aux jambes quand vous allez en tournoi, si vous voulez que ça soit un peu plus agréable pour vous, je vous incite à choper ça. J'ai mon petit aéro qui est là, ça fait longtemps que j'ai pas peint, mais bon quand même. Et après... je me tourne, là c'est le côté un peu plus ambitieux du local. Là du coup c'est c'est le joli côté du studio. Une belle table de jeu, les gars. Voilà, avec un tapis Creative Wargame. Moi j'aime bien avoir mon matos à moi, ça me fait plaisir. Des dés par centaines, par milliers. Petit canapé, ça je l'ai rajouté il y a pas longtemps, j'ai réussi à le récupérer chez une pote. Donc il y avait un canapé en rab, j'ai récupéré ça, c'est cool, ça nous permet de nous installer proprement. Et après, eh bien les amis, on a de la figouze, encore de la figouze. Là vous avez mon armée Eldar que je joue actuellement. Là c'est encore de l'Eldar. Là c'est encore de l'Eldar. Là, c'est une partie de mes Marines. Je suis désolé, ici, c'est pas très bien éclairé. Mais là, c'est une partie de mes Marines. Là, vous avez une partie des Tyrannides qui seront bientôt en vente. Là, ici, je mets plus de figurines à partir de là parce que j'ai ma fille des fois qui rentre et c'est le bordel. Et quand elle peut choper des figurines. Là, c'est des figurines qui servent à rien dans cette armoire. Et après, ici, c'est pareil. Il y a de la belle figouze. Là, ici, vous avez de la Adeptus mécanique. Là, j'ai essentiellement mis les grosses figurines. Parce que avant, dans ces armoires-là, je mettais plein de petites figurines. Et je me suis rendu compte que c'était toujours une purge. Dès que je voulais en prendre, ça faisait pas beau. Et puis, c'était toujours galère. Donc, en gros, toutes les petites figs, c'est parti dans les boîtes. Les figurines un peu... type sur petit socle. Et après, tous les gros véhicules, bah, c'est là. Vous avez du Necron. Vous avez de l'Eldar. Angron, fils des âges farouches. Vous avez de l'Imperium, voilà. Et puis, vous avez un peu de Kugen, un petit peu de tout. Des codex, reliques d'un temps ancien. C'est le fruit d'un travail acharné de plusieurs années. La récompense que vous m'avez fait finalement, parce que ce studio, j'ai pu l'avoir grâce à vous. Tous les gens qui me soutenaient, qui appréciaient mon travail. Et je le perçois tous les jours quand j'y rentre comme une reconnaissance de ma communauté envers le travail que j'ai fourni et j'espère pouvoir passer un jour à l'étape supérieure qui serait d'avoir un vrai local professionnel, propre, stylé de ouf. Voilà mes petits potes. Allez, je vous ai présenté le studio, on passe à la FAQ. On attaque immédiatement par la première question qui nous dit quelle armée préfères-tu visuellement? 40K, Age of Sigmar, Lord of the Ring, et quelle armée préfères-tu jouer? Puissance, gameplay, etc., etc. Quelle armée je préfère visuellement? 40K, Age of Sigmar, Lord of the Ring. Alors on peut même, je pense, sortir du prisme de Games Workshop pour élargir la question, mais finalement, on y reviendrait, puisque pour moi, visuellement, les meilleurs, c'est Warhammer. J'ai une attirance particulière pour Warhammer 40 000, non pas parce que je trouve que les figurines soient meilleures qu'Age of Sigmar, parce que je suis assez sensible au graphisme d'Age of Sigmar et à tout le travail qui est fait derrière, mais plutôt parce que je suis plutôt science-fiction que fantastique, même si j'aime beaucoup le fantastique, j'avoue que j'ai quand même un petit coup de cœur pour tout ce qui est science-fiction, depuis toujours, et pas que dans le domaine de la figurine, que ce soit dans le domaine de la littérature, dans le dessin, dans la bande dessinée, etc. J'ai toujours adoré le sci-fi, dans les séries aussi, c'est pareil. Donc, mon cœur balance plutôt pour 40K. Visuellement, quelle armée je préfère? C'est
c'est difficile de répondre à cette question parce que j'aime beaucoup d'armées. J'ai la chance, grâce à la chaîne, de pouvoir collectionner plein d'armées et de pouvoir me faire plaisir. Et je vais finalement dire Space Marines et Eldar parce que visuellement, je trouve que c'est des armées que je trouve incroyables. Space Marine, ça peut vous paraître un petit peu bateau, mais je trouve que c'est tellement l'identité de Warhammer 40 000 à Space Marines, même si, bon, que vous preniez des Tau, des Votann, ou d'autres factions très très propres à l'univers de Games Workshop, je trouve que l'identité, on la retrouve dans l'armure énergétique du Space Marines, on la retrouve dans le Bolter, on la retrouve dans le capitaine Space Marines, on la retrouve, voilà. Et pour moi, c'est visuellement ce qui me touche le plus. J'adore les Tyrannides, j'adore le Gensealer Cult, j'adore les Necrons, j'aime beaucoup d'armées, mais le Space Marines, globalement, visuellement, c'est ce que je préfère. Avec, quand même, un sacré coup de cœur pour les Eldar. Voilà. Et quelle armée je préfère jouer, puissance gameplay? Bah, c'est assez variable, je pense, cette question. Ça va dépendre de l'édition, du moment dans l'édition. Là, les deux armées que j'aime beaucoup jouer, c'est Eldar et Necron, qui sont deux gameplays fondamentalement différents d'ailleurs, mais j'aime beaucoup les Eldar, parce que je trouve le gameplay très polyvalent, très mobile et très instinctif. Et j'aime aussi le gameplay Necron, qui est beaucoup plus basé sur le tanking de jeu et la résilience. Et je me retrouve bien dans les deux, donc voilà. Ensuite, quel est le souvenir qui t'aura le plus marqué dans le hobby? Participation à un Golden Démon. Ah, je n'ai pas participé à un Golden Démon. Une rencontre particulière, participation à un tournoi ou autre. Comme ça, d'instinct, le truc qui m'aura le plus marqué dans mon hobby, c'est mon arrivée sur Paris en 2017 et la découverte d'une boutique qui n'existe plus maintenant et qui s'appelait la WAC Taverne. En fait, j'ai découvert une vision du jeu, un environnement de jeu rêvé. Voilà. Je me rappelle honnêtement, la première fois que je suis allé à la WAC Taverne, je me rappelle de cette boutique où il y avait un petit bar, des tournois tous les week-ends, donc énormément de joueurs. C'était un espace de 200 mètres carrés, il y avait des tables à l'étage, il y avait un sous-sol qui était un peu malheureusement pas hyper aéré et pas hyper bien configuré pour recevoir du public finalement, mais l'environnement était archi cool. J'y ai très vite rencontré plein de joueurs. J'ai adoré. Franchement, il y avait quelque chose de particulier à la WAC Taverne. C'est un souvenir qui m'a marqué et je pense que c'est une boutique qui m'a marqué. On n'y a pas fait que du 40K. J'ai eu l'occasion d'y faire des tournois en solo. J'ai eu l'occasion d'organiser des tournois. On y a même fait du Song of Ice and Fire, le jeu dans l'univers de Westeros et du Trône de Fer. J'y ai rencontré de très bons potes, j'ai des belles aventures, puisque c'est là-bas que j'ai rencontré aussi ma première équipe avec laquelle j'ai découvert le format d'équipe, c'était la Paris United, avec à l'époque Armandou, Poulki, LOL, etc., Aedarian évidemment. Donc j'ai rencontré beaucoup de potes, voilà, ça a été une très belle expérience, c'est mon meilleur souvenir pour l'instant, hobbystiquement parlant. Voilà. Et après, participation à un tournoi, j'y ai pas participé, mais bon, le truc qui m'a le plus marqué, ça reste les championnats du monde à Atlanta. J'y suis allé pour la première édition en 2023 pour couvrir l'événement avec ma caméra. Ça m'a aussi marqué parce que j'y suis parti avec ma bite et mon couteau sans prévenir personne. J'avais aucune autorisation préalable. J'y suis vraiment allé au culot et j'ai pu vous faire de belles vidéos sur cet événement-là. J'étais très content. Donc c'est aussi un très bon souvenir. À quand le Creative Wargame Day au Vélodrome? Bah écoute, c'est pas prévu pour l'instant, c'est pas prévu. J'aimerais bien réussir à organiser un gros événement. Pour moi, il y a au sein de notre communauté française qui est juste monstrueuse, la communauté française compétitive est énorme. Je pense qu'on a aujourd'hui un manque à combler, ce sont les événements sur plus de 2 jours. Quoi qu'on en dise, un événement sur 2 jours, une compétition sur 2 jours, c'est limité, parce que vous pouvez faire que 5 rondes sur 2 jours. Et si on veut vraiment passer un cap en termes de compétitivité et qu'on sorte un petit peu des GT qui sont très bien, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais qui ont un contexte frustrant pour tout le monde, parce qu'au final, sur cette ronde, vous avez un classement qui est très très pertinent.
sur 5 rondes, vous avez encore un aléatoire de pairing qui valorise pas suffisamment certains joueurs, je pense. Donc, j'aurais tendance à vous dire, j'aimerais vraiment organiser un truc sur 3 jours. Maintenant, il faut sortir un petit peu du contexte associatif. Il faut pousser le truc. J'aimerais le faire, mais j'avoue ne pas avoir suffisamment de temps pour faire ça proprement. On me demande, question sur un sujet peut-être trop personnel. J'ai peut-être raté des trucs, mais est-ce qu'on a des nouvelles de Franck? Alors écoutez, moi je vous avoue qu'avoir un petit peu coupé les ponts avec tout le circuit parisien et tout le groupe parisien avec qui j'ai évolué pendant quelques années. Oh putain, la canebière. Oh putain. Oh putain, le cochet, le soleil sur la canebière. Le pont a commencé à se couper quand je suis allé en Guadeloupe et globalement j'ai un petit peu j'ai plus trop de nouvelles de tout ce monde-là depuis que je suis installé à Marseille, parce que moi aussi j'ai renouvelé mon cercle de joueurs et j'ai une vie qui est pleine globalement, qui est pleine d'activités. Voilà, les dernières nouvelles que j'ai eues, il allait bien. J'avais cru comprendre qu'il voulait lancer un truc sur Age of Sigmar avec Miladin et Robin. Ils avaient pour projet de faire quelque chose sur Age of Sigmar. Ça n'a malheureusement jamais vu le jour. Voilà, j'en sais globalement pas plus. J'en sais pas plus. Moi, c'est que ce soit Franck, que ce soit Wark, ou que ce soit les autres que vous avez connus pendant un temps à l'époque de Commodore TV, aux premières années de Creative Wargame, c'est des gens qui ne font plus partie du board de la chaîne. Parce que moi aussi, pour ma santé mentale personnelle et pour le plaisir que je veux prendre à la chaîne, j'ai décidé maintenant de ne travailler que tout seul sur Creative Wargame. Donc voilà, je me suis éloigné un petit peu de tous les partenaires que j'ai pu avoir autour de la chaîne pour me concentrer que sur ce que j'ai envie de faire, la façon dont j'ai envie de le faire. C'est pas vraiment la question, mais finalement ça a aussi du sens par rapport à ce que tu me demandes. Quels sont tes projets pour cette moitié d'année? Quels sont tes futurs projets? Y aura-t-il des nouveaux visages sur ta chaîne, de nouveaux rapports de bataille et des news de Franck? Alors des news de Franck, du coup, j'ai répondu précédemment. Quels sont tes projets pour cette moitié d'année? Eh bien, là, mon projet, c'est la compétition. La compétition. Je suis que dans cette dynamique-là. Donc, pour moi, le projet actuellement, c'est de vous partager ça. Voilà, de vous partager cette aventure compétitive. Les futurs projets, pour l'instant, je suis concentré sur ce que je fais actuellement et j'ai pas nécessairement envie de dévoiler trop de choses sur ce que je prépare. Donc, je reste focalisé sur le jeu compétitif à Warhammer 40 000. Y aura-t-il de nouveaux visages sur ta chaîne? Probablement, j'ai envie de vous dire probablement. Je suis pas trop... comme je vous l'ai dit, c'est d'ailleurs aussi le cheminement dans ce média-là qui m'a amené à cette situation de me dire, concentre-toi sur ton jeu, concentre-toi sur ce qui te fait plaisir et ta chaîne va durer dans le temps. Si tu commences à t'éparpiller, à vouloir faire plein de choses, etc., à vouloir faire plaisir à tout le monde, à vouloir laisser de l'espace à tout le monde, etc., c'est une purge sans nom. J'ai voulu le faire en fait, je vous le dis, c'est quelque chose que j'ai voulu faire avec la chaîne. Je pense avoir perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à ça, à vouloir laisser de la place aux autres sur ma chaîne, à vouloir faire un petit peu de tout, etc., etc. Et je me suis cassé les dents là-dessus. Mais on apprend, et c'est comme ça qu'on apprend. Du coup, je me suis dit, la chaîne, c'est moi, et c'est sur moi que ça va être concentré, parce que j'ai envie de vous partager ce que je fais. Et après, s'il y a des gens qui veulent mettre leur pierre à l'édifice, comme le font Lucas très régulièrement, comme le font d'autres, ils peuvent le faire. Mais je ne suis pas derrière eux. C'est sur la base du volontariat. Donc, si ça doit se faire, s'il y a des nouveaux visages qui doivent arriver, qui doivent venir, ça se fera naturellement. Et je peux pas... Mathématiquement, je peux pas l'anticiper. Donc voilà, j'espère honnêtement. C'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer de nouveaux joueurs. J'espère vous montrer de nouvelles personnes, etc. Vous découvrirez ça avec les prochains mois. De nouveaux rapports de bataille. Ah, ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Écoutez, c'est un sujet qui est compliqué aussi d'aborder. J'ai toujours peur que les gens ne comprennent pas là où je veux en venir, donc j'évite de trop en parler. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre avec le format rapport de bataille, c'est assez simple. C'est un format qui demande du temps et de l'investissement.
J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un rapport de bataille sur Creative Wargame, je parle de ce que je connais, de ce que je fais. C'est peut-être différent sur d'autres médias, je ne sais pas du tout. Mais en ce qui me concerne moi, un rapport de bataille, c'est globalement une journée de tournage. Donc il faut bloquer une journée sur l'agenda pour filmer. Et après, c'est 2 journées de montage, ce qui équivaut entre 14 et 16 heures de montage. Plus après, on va dire du temps d'exploitation du média, parce qu'il faut faire un petit peu de com, il faut faire de la story, il faut faire tourner la boutique un peu, tu vois, pour donner de la visibilité. Donc en gros, c'est à minima 3 jours de travail. Pour ceux qui ne le savent pas, ma chaîne est une activité professionnelle, mais c'est une activité professionnelle secondaire. J'ai fait ce choix-là avec mon média, de ne pas dédier 100% de mon temps et de mon activité professionnelle à la chaîne. J'ai fait le choix. La chaîne, c'est une activité secondaire. Pour moi, c'est une activité professionnelle. Je suis professionnalisé, mais c'est secondaire. Et du coup, finalement, 3 jours de travail sur la chaîne, c'est le temps, c'est quasiment le temps que je peux donner à la chaîne pendant 2 semaines. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, je ne fais rien d'autre. Parce que à côté, moi, il faut que je joue. J'ai besoin de jouer, j'ai besoin de pratiquer le jeu, j'ai besoin de faire du tournoi, etc. Donc, dédier 3 jours, voilà. Ça se fait très bien, je l'ai déjà fait. Maintenant, il faut comprendre que faire ça, faire un rapport de bataille où je vais mettre 3 jours de travail dessus, je ne fais pas autre chose à côté, il faut que ça ait son utilité pour la chaîne. Il faut vraiment que ça s'inscrive dans un intérêt pour le média. Voilà. Et j'en suis une étape aujourd'hui sur YouTube où j'ai complètement ratissé ma niche. Ok, on est dans un secteur de niche. Tous les secteurs sont plus ou moins des secteurs de niche, plus ou moins gros, mais c'est-à-dire que vous avez un pool d'intéressés qui est quand même cloisonné. Ok, si vous allez dans la niche de la musculation, votre niche, elle est énorme. Si vous êtes dans la niche du wargame, votre niche, elle est petite. Si vous êtes dans le jeu compétitif à Warhammer 40 000, votre niche, c'est un trou de balle de hamster, ok, globalement. Donc, aujourd'hui, la chaîne a 20 500 abonnés et j'ai ratissé ma niche, je le sais. Pourquoi ? Parce que je ne prends plus d'abonnés, même j'en perds de manière générale. Je ne prends plus d'abonnés, j'ai ratissé ma niche sur YouTube. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si je crée du contenu, c'est pas pour prendre des abonnés. D'accord ? Donc je ne prends pas de visibilité grâce à ce type de vidéo-là. Est-ce que ce type de vidéo-là a un autre intérêt ? C'est-à-dire, est-ce que finalement ça sauce, est-ce que ça intéresse les gens qui sont dans ma niche et qui veulent regarder la vidéo ? Finalement, pas trop. Parce que le dernier rapport de bataille que j'ai fait, en l'espace d'un mois d'exploitation, il fait 5000, 6000 vues. Bon, j'ai envie de vous dire, voilà, je fais un live, je fais quasiment ça en un live d'1h30. Et c'est pas 3 jours de travail, c'est 1h30 de travail. Et en plus, le live, c'est un format que j'aime beaucoup plus. C'est un format où je peux vous partager le jeu au quotidien, donc ça me donne beaucoup plus de temps de jeu, etc., etc. Donc ce que je veux vous dire, c'est que actuellement, le rapport de bataille, il n'a peu d'intérêt sur ma chaîne. Il a très très peu d'intérêt. Parce qu'il ne m'apporte pas de visibilité, il ne me génère pas nécessairement de vues, et finalement, il ne crée pas d'interaction particulière avec ma communauté. C'est-à-dire que le rapport de bataille ne va pas amener les gens à s'affilier via notre système d'affiliation qui rémunère la chaîne, ou alors à tiper via notre système de type qui rémunère la chaîne. Donc en gros, il n'y a pas d'intérêt de visibilité, il n'y a pas d'intérêt économique à faire des rapports de bataille. Donc pour moi, à l'heure actuelle, ce format-là, je l'aime bien, mais c'est du temps de travail de perdu, je pense. Voilà. J'estime que le format live, partie live, est plus intéressant parce que au moins ça s'inscrit dans de l'entraînement continu en termes de jeu. Donc on découvre des choses tous ensemble, il y a une interaction avec notre communauté, etc. etc. Mais voilà, donc pour moi, un rapport de bataille, pour l'instant, pas trop. Après, vous n'êtes pas à l'abri que de temps en temps, je vous en claque un. Voilà. D'autant que le rapport de bataille, il a un contexte aussi où il faut jouer de la nouveauté, parce que sinon, les gens, ils se saucent pas de ouf. Est-ce que tu vas organiser de nouveaux coachings sur d'autres armées, IK, TS, etc., etc. Alors, les coachings, écoutez, globalement, j'ai été super content des coachings. Franchement, ça a été une très, très belle expérience. Je l'ai commencé avec un partenariat avec Art of War, où on a mis en relation la communauté française avec les coachs américains. Et moi, j'ai assez vite perçu qu'il y a une vraie demande là-dedans. En fait, la demande, c'est simple. Ce sont des gens, ce sont des joueurs qui ont compris qu'à travers le jeu,
à travers le support de Warhammer 40 000, il y avait un exercice stratégique intellectuel qui était épanouissant, mais qui demandait d'investir beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, à travers le coaching, ça te permet de t'améliorer plus rapidement que de suivre le processus, finalement, de beaucoup jouer, beaucoup jouer, beaucoup jouer, beaucoup jouer, beaucoup jouer, et de commencer à s'améliorer. Ok. Moi, je suis dans le processus de beaucoup jouer pour s'améliorer, parce que j'ai aussi envie d'apprendre, bien que, comme j'en ai déjà parlé, hein, j'avais fait le coaching avec Manichima. On a fait une session coaching aussi avec Richard Sigler, mais il y avait quand même une curiosité professionnelle de comprendre un petit peu comment ils amenaient le truc, ce qu'ils étaient capables de faire sur un format coaching sur le jeu. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment, vraiment quelque chose à faire de très intéressant là-dedans. Donc j'ai lancé les coachings, je les ai fait faire par Lucas, Le Bull et moi-même, sachant que moi, au moment où on a lancé les coachings, j'étais dans une démarche de compétitivité, mais pour moi, j'avais pas un niveau compétitif très élevé, donc j'étais là plutôt pour encadrer des débutants. C'est ce qui a bien marché d'ailleurs, hein, c'est les coachings qui ont le mieux marché, c'était les coachings pour les débutants, et après des coachings spécifiques avec des gars qui maîtrisent bien les factions, notamment Lucas et Le Bull. Est-ce que je vais en organiser de nouveau? Très probablement, mais avant ça, moi, je veux pouvoir saisir un peu plus profondément le jeu compétitif, parce que j'ai envie de coacher des joueurs débutants, mais j'ai envie aussi de pouvoir coacher des joueurs qui font déjà du tournoi. Donc pour ça passe avant tout par moi, par level up en termes de skill, pour pouvoir apporter des choses très pertinentes aux élèves. Sur d'autres armées, pour le coup, je pense que on peut pas coacher sur des armées qu'on ne maîtrise pas. Et si je veux avoir des coachs sur d'autres types d'armées, il me faut des gens qui soient... il me faut des profils, en fait. Il me faut des profils de coach. Tout le monde n'est pas fait pour coacher. Un très bon joueur n'est pas nécessairement un très bon coach, sachez-le. Et un très bon coach n'est pas nécessairement un très bon joueur. Mais il faut trouver les profils. Je sais pas des profils pour toutes les armées pour l'instant, mais c'est un projet que je garde sous le coude. C'est un truc. C'est pour le coup, c'est un vrai. C'est une ligne qui, à mon sens, lorsque je vais passer à plein temps sur la chaîne, devra être systématisé. C'est-à-dire que le coaching de jeu fera partie de l'identité professionnelle de Creative Wargame. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Voilà. Te dire quand est-ce que je vais le faire pour l'instant, je prends le temps. Je prends le temps. Cette chaîne m'a appris, c'est vraiment, ce que je vais vous dire est très très personnel. Cette chaîne m'a appris la patience. C'était quelque chose qui me manquait. C'était dans ma vie de tous les jours. Je suis quelqu'un de résilient, je suis quelqu'un de résistant. Et je n'étais pas patient. Et la chaîne, elle m'a appris la patience. Elle m'a appris que les choses, elles viennent avec le temps, qu'il ne faut pas se précipiter et il faut laisser le processus se faire. Voilà. Et donc, en ce qui concerne le coaching, c'est prévu, mais je dois laisser encore un petit peu le processus se faire. Voilà. Alors celle-là, je ne l'ai pas vu passer, c'était pas une question. Je voudrais bien un coaching Astra pour progresser. Ça viendra. Une question pour Lucas. Ça fait quoi de niquer autant de contrastes pour violer de belles figurines Gen Sealer Cult comme ça? Voilà, je sais pas, Lucas répondra à la question. Question troll ou pas? Alors, ces matchs en équipe, on te reverra. Tu rentres dans la catégorie des chômeurs. Ça, c'est très rigolo. C'est très rigolo parce que, bon, la question n'est pas excessivement rigolote. J'ai fait une vidéo qui s'appelle le jeu d'équipe, c'est vraiment un truc de chômeur. C'était le titre de la vidéo et la miniature, c'était un Space Marines devant Pôle emploi. Le fil rouge de la vidéo, c'était d'expliquer que le jeu d'équipe, ça demande tellement de temps qu'en fait, il faut être un putain de chômeur pour faire du jeu d'équipe. C'était un angle humoristique pour rentrer dans la vidéo qui en fait consistait aussi à dire que le jeu d'équipe c'est vraiment très très cool, que j'ai pris beaucoup de plaisir, etc., etc. Bref. Et je savais très bien qu'en rentrant par cet angle-là, ça allait un petit peu froisser quelques égos, parce qu'il y a beaucoup d'égos dans Warhammer 40 000 compétitifs. C'est ce qui fait d'ailleurs que certains m'aiment et certains ne m'aiment pas du tout. C'est parce que j'ai un peu titillé leur ego. Moi, ça me fait beaucoup rire. C'est ma cam. On m'a beaucoup titillé mon ego à moi aussi. Hein. Je sais que les gens aiment ça. Mais comme je vous disais précédemment, avec cette chaîne, j'ai appris beaucoup la patience aussi. Et bon, il y a encore des trucs qui arrivent à me toucher un petit peu, mais globalement, ça passe et ça part, tu vois. Avant, ça me crispait. Maintenant, ça me crispe plus.
Globalement, j'accepte. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça vous regarde. Finalement, j'ai un peu compris que ce que disaient les gens sur moi, ça les regardait eux, ça me regardait pas moi, parce qu'en fait, est-ce que j'en ai pas rien à carrer de ce que les gens pensent de moi? Dans la mesure où je sais ce que je vaux, où je sais ce que je fais, et que je vous partage un truc qui est authentique, vous le prenez comme il est, vous l'appréciez, et vous vous régalez, et j'adore, parce que c'est pour vous que je fais ça. J'en ai d'autant plus rien à secouer, parce que plus à la course, je fais plus la course aux vues, aux abonnés. Je sais très bien que j'aurai pas le petit truc en argent avec le logo YouTube derrière pour dire t'as eu 100 000 abonnés. Je sais très bien, ça m'a jamais intéressé, c'est pas quelque chose que j'ai cherché. J'ai plutôt vocation à vous partager un truc très authentique et à fédérer un groupe de motherfuckers. You don't need 20 friends. You just need 3 motherfuckers and you can take over a country. Okay, that's what we're confused as Americans. We think we need all these motherfuckers. You give me 3 bad motherfuckers and you're finished. You understand me? Très authentique, c'est surtout ça qui m'intéresse. Voilà, je préfère avoir un bon groupe de gens authentiques que 1000 faux culs autour de moi. Ça, c'est très très clair. Pour les autres qui comprennent mon humour et qui se régalent, je vais continuer à vous régaler. Ne vous inquiétez pas. Ouais, on me reverra en équipe. Je compte bien, on me reverra en équipe. Et après, on me dit même question, mais premier degré. Donc, bah voilà, j'ai répondu. Vous me verrez sur le jeu d'équipe, effectivement. À quand un prochain format compétitif en live? On doit déjà finir la Super League que j'ai pas fini. Ah, ça, c'est un sujet sensible. Ça, c'est un sujet sensible. Pourquoi? Parce que j'ai pas été au bout d'un truc. J'ai pas été au bout de cette Super League. En fait, ce qui me gêne, c'est pas ce qui me gêne, c'est ce qui est décevant pour un créateur de contenu. Je vais faire tout un travail de communication autour d'un projet, notamment la Super League, j'en ai beaucoup parlé, etc., etc. Ça a bien marché. Les premiers lives, on avait beaucoup de monde. Et en fait, si je continue pas à faire de la com, le truc a tendance à mourir, quoi. Et ça demande un investissement en temps monumental pour maintenir l'intérêt des gens sur le format. Je vais vous illustrer de manière très simple. Les premiers lives, il y avait 250-300 personnes. Les derniers qu'on a fait, on avait 80-100 personnes. Bon, c'est difficile. Alors vous me direz, oui, mais attends, gars, tu nous dis juste avant que tu cours pas après les vues, tu cours pas après les abonnés. Oui, attention, il faut bien dissocier deux choses. Mais par contre, je veux que mon travail, il soit récompensé de manière correcte vis-à-vis de la chaîne. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je fais un live et qu'il y a 100 personnes et un live où il y a 250-300 personnes, ça n'a pas le même impact pour la chaîne. Parce que derrière, on aura beaucoup plus de facilité à convertir du monde pour nous rejoindre sur la playlist Prime, pour nous rejoindre sur Discord, pour nous rejoindre sur les réseaux, pour faire vivre la chaîne sur un live de 300 que sur un live de 100. Donc il y a quand même un enjeu. Je sais que je travaille dans une niche qui est pour du cul de hamster, mais je dois quand même rayonner de manière correcte dans cette niche-là. Il y a un petit jeu subtil à faire pour aligner les curseurs, pour que je sois toujours dans mon authenticité et mon travail et vous partager ma personne. Voilà, sans aucune forme on va dire de maquillage ou de prostitution, et quand même que j'arrive à m'y retrouver. Ce qui fait que la chaîne continue d'être là et continue d'évoluer, c'est que je m'y retrouve. Je fais ce que j'aime faire, je le fais avec le cœur et je le fais en étant moi-même, et c'est reçu par suffisamment de personnes pour qu'il y ait un intérêt économique à le faire et que je continue de développer la chaîne. Et en fait, un format comme le championnat compétitif, j'ai voulu le faire sur du long terme, c'est-à-dire pas le faire sur un week-end, et le répartir sur plusieurs semaines. Ça me demande d'être très 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 présent en termes de communication, et c'est très difficile. C'est très difficile à faire. Parce que plein de raisons chiantes que je ne vais pas développer maintenant. Voilà. Donc oui, il y a un format que j'aimerais faire. Un format que j'aimerais faire, c'est couvrir des compétitions, streamer des compétitions. Comme le font très bien les Américains, et notamment je pense à une chaîne, c'est Wargame Live, c'est-à-dire un setup mobile qui permet de s'installer sur une compétition, de streamer la compétition. Mais pour l'instant, j'ai surtout envie de jouer. Est-ce que tu vas réorganiser ton TTS? Oui. Merci pour cette question, ça me permet de faire un encart publicitaire. Fin du mois de juin, je lancerai la Super League TTS spécial Chapter Approved avec toutes les nouveautés, tous les derniers codex, Death Guard, World Eater, Thousand Sound, Space Wolf, plus le nouveau Chapter Approved, les nouveaux scénarios, les nouveaux secondaires, les nouveaux primaires, plus la data balance qui va arriver d'ici quelques jours, plus le nouveau MFM qui va arriver d'ici quelques jours. Là, vous aurez toutes les nouveautés et on va le jouer sur la prochaine Super League TTS. Ça se passe sur Discord, les gars, nulle part ailleurs, pour vous inscrire, etc., etc. Pour l'instant, c'est pas lancé, mais ça va venir. Quels sont tes projets pour la chaîne et pour le jeu? Objectifs perso, organisation d'événements, etc., etc. Bon,
Mes projets pour la chaîne, encore une fois, c'est jouer, faire de la compétition. Vous partagez tout ça. Mon objectif là, c'est taper un golden ticket cette saison. C'est le bon moment pour le faire. Honnêtement, c'est le bon moment pour le faire. Pourquoi ? Parce que je suis allé sur différents tournois, sur différentes compétitions. Maintenant, là, c'était pas le cas avant. Là, maintenant, je suis convaincu que j'ai le niveau pour choper un golden ticket. J'ai le niveau pour faire 5 victoires, 0 défaites et pour prendre un ticket d'or. Donc, j'ai envie de le faire. Honnêtement, j'ai envie de le faire. Donc ça, c'est un objectif perso. Choper une qualification pour les championnats du monde et aller faire les championnats du monde. Quels sont pour toi les aspects du jeu les plus importants à développer pour pouvoir progresser en tournoi ? Pour moi, le levier numéro 1 qui va te faire progresser en tournoi, j'en ai parlé dans une vidéo, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'ai parlé de plusieurs choses, mais pour moi, le levier numéro 1, c'est la pertinence analytique. Vraiment, vraiment, je pense que ça fait la différence et ça fera toujours la différence avec des joueurs qui sont capables d'évoluer et des joueurs qui ne progressent plus. La pertinence analytique, c'est quoi ? C'est être capable de regarder objectivement une partie et de dire « j'ai perdu parce que j'ai pas fait ça. J'ai perdu parce que j'ai fait ça et c'était une mauvaise prise de décision. J'ai perdu parce que mon adversaire a fait ça et c'était une très bonne prise de décision et je ne l'ai pas anticipé. Ou alors, j'ai gagné parce que j'ai fait ça et c'était très bien. J'ai gagné parce que j'ai fait ça, c'était pas bon, mais mon adversaire l'a pas sanctionné. » Bref, pour moi, c'est ça la pertinence analytique. C'est voir la partie de manière objective, sans se cantonner à dire « ouais, c'est léger de dés, ouais, j'ai eu un tirage secondaire de merde, oh, j'ai joué en second, j'ai joué en premier, enfin voilà. » Et globalement, quand j'entends les débriefs de partie, c'est très souvent 80% du temps, c'est ça en fait. C'est une absence de pertinence analytique. Ah, il y a eu un fait de jeu qui a changé la game. Ah, j'ai joué en premier. Ah, j'ai eu un mauvais tirage de secondaire. Donc ça, pour moi, c'est de l'impertinence analytique et ça vous amène pas à vous améliorer. Donc pour moi, le premier point pour vous améliorer en jeu, c'est la pertinence analytique. Connaissance DMU, différentes missions, déploiement, comment manœuvrer l'armée. Ah oui, j'avais pas vu cette deuxième partie. Les aspects du jeu, bah non, ça c'est pertinence analytique. Voilà. La connaissance des match-ups, évidemment, c'est important. Des missions, des déploiements, c'est important, etc. Mais de manière générale, si vous êtes capable d'analyser comment vous jouez et ce que vous faites de bien et pas de bien, bon, bah, ça vous permet de grandir. Hola, question suivante. Ton pire drama / meilleur souvenir en tournoi. Alors, mon pire drama, je pense qu'il y en a deux. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est un drama avec Miladin. Je suis obligé d'assumer le truc sans que ce soit moi qui ai généré la crise. Et ça, c'est globalement un petit peu gênant. Bon, pour vous la faire courte, à l'époque, Creative Wargame, on s'intéresse à AOS compétitif. J'intègre un joueur dans le collectif qui est Miladin, qui est au demeurant quelqu'un de très sympathique. Miladin, c'est quelqu'un que j'ai découvert par la chaîne et honnêtement que j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé que c'était un bon gars. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Et c'est pas parce que tu es un bon gars que tu vas nécessairement être un bon autre chose. On s'en fout de quoi, mais voilà. En tout cas, humainement, je vous le dis d'entrée de jeu, humainement, c'est quelqu'un que j'ai apprécié. Alors, là, j'ai plus trop de nouvelles, comme je vous disais, comme les gens de Paris, hein, comme Franck, humainement, c'est quelqu'un que j'ai vraiment apprécié. Miladin, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'ai vraiment apprécié. Et je l'ai intégré au board de la chaîne pour s'occuper de la partie AOS. Et ça m'a causé quelques torts pour les raisons suivantes. Je pense que Miladin, il avait des griefs vis-à-vis d'autres personnes de la communauté, que ce soit des créateurs de contenu, notamment un créateur de contenu tout particulièrement, et des gens dans la communauté AOS. Il avait des griefs. Il y a eu une séquence où il s'est brouillé avec des gens et il s'est servi du Discord de Creative Wargame pour diffuser son message. Il s'est servi de ça. Honnêtement, comme je vous dis, moi, j'en tiens pas rigueur parce que pour moi, c'est un bon gars. C'est un mec qui a toujours donné de l'énergie pour Creative Wargame, etc. Je pense que ça, c'était une mauvaise manœuvre de sa part. J'ai aucun regret ou aucune amertume vis-à-vis de Miladin. Mais quoi qu'il en soit, c'était une mauvaise manœuvre ce qu'il a fait. Il s'est servi du Discord de Creative Wargame
pour diffuser son message. Il a fallu que je fasse un disclaimer derrière pour dire attention, c'est ce que dit Miladin, ça ne nous engage pas nous. Et voilà, donc je me suis désolidarisé de ses propos, mais pas pour autant désolidarisé du gars, parce que moi je ne fonctionne pas comme ça. Je cristallise des propos qui ne sont pas les miens, et donc bon, déjà je sais qu'il y a une partie de la communauté qui a un petit peu les dents contre moi, et là j'ai pas de difficulté à assumer mes propos, mais là en plus, bon, devoir cristalliser les propos des autres, c'était pas foufou, voilà. D'autant que ça faisait suite à une séquence, bon, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à tirer le vrai du faux, parce qu'il y a eu une séquence sur la couverture des Worlds où, ça honnêtement pour le coup, c'est un des regrets que j'ai avec la chaîne, c'est d'avoir couvert les Worlds d'AOS. Sur une année, voilà, on l'a fait parce qu'en fait, il y a eu un bisbee entre FWS qui couvrait les Worlds et qui les couvre encore. Il y a eu un bisbee entre eux, le gars qui s'occupait, Rob, l'anglais qui était responsable médiatique de l'événement. J'ai pas tous les détails, honnêtement, parce que c'est Miladin qui a géré ça à l'époque. Et j'ai un petit peu l'impression de m'être fait flouser, qu'on m'a porté sur la table qu'on m'a amené des choses sur la table qui n'étaient pas nécessairement vraies ou qui étaient un peu des propos manipulés. Et du coup, je me suis un petit peu retrouvé à être à être la chaîne qui finalement était là pour plomber FWS. Voilà. Ce qui n'était pas du tout le cas, ce qui n'était pas du tout le but en plus, parce que le but était moi, on m'a amené en me disant, il veut pas couvrir les Worlds, est-ce que tu veux le faire? Et on a dit, ok, on y va, parce qu'on avait envie de développer le compétitif sur AOS à ce moment-là. Et en fait, ça a plutôt été vu dans le sens où ils ont coupé l'herbe sous le pied à un média qui fait ça depuis plus longtemps qu'eux. Et donc, c'est des méchants, voilà. Bon, je sais pas ce qu'il en est, honnêtement, je sais pas. J'ai du mal à tirer le vrai du faux dans cette histoire-là. En tout état de cause, je pense que je n'aurais pas dû couvrir ces championnats du monde AOS. L'autre drama où je pense que j'y étais un peu fort, là. Ouais, il était un peu fort. Celui-là, il y en a beaucoup qui l'ont vu passer, ce drama. Il y en a beaucoup qui l'ont vu passer. Et il y en a beaucoup je pense, qui m'en veulent et qui n'ont pas tout à fait compris mon propos. En même temps, je m'y suis mal pris, honnêtement. Je le reconnais, je m'y suis mal pris. J'étais un peu bourrin sur le moment, mais c'est parce que, franchement, j'avais envie de distribuer des taquets. Voilà, j'avais envie de distribuer des taquets. J'étais à 8000 bornes, je ne pouvais pas distribuer des taquets. Et puis, de toute façon, ce n'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose, surtout c'est pas une bonne chose de manière générale. La violence n'est pas une bonne chose de manière générale, mais en plus, merde, quand on est dans un truc de passionné, on est là pour jouer aux petites figurines, faut pas que ça devienne un sujet de crispation interne et de frustration, etc. Bref, là, je vais vous partager une situation où j'ai été frustré. On a des affiliations avec MyHobby Place, ok? Ça fait vivre la chaîne, je vous le dis clairement, c'est la source de revenus numéro 1 de la chaîne, c'est devant les types. Donc, on a cette source de revenus là, et MyHobby Place, quand MyHobby Place commence, on arrive à trouver ce partenariat. Je suis le deuxième partenaire de MyHobby Place, mais le premier partenaire de MyHobby Place, c'était une petite chaîne qui ne faisait pas de volume, en termes qui avait peu de visibilité et qui faisait pas de volume. Même si, bon, probablement, c'est lui qui a initié le truc avec ce partenariat-là, mais le vrai premier gros partenaire de MyHobby Place, c'est nous. On va ramener du volume de vente à MyHobby Place. Pourquoi? Parce que on fait des vidéos on fait plusieurs dizaines de milliers de vues par mois. Donc mathématiquement, ça convertit vers MyHobby Place. Et il grossit très vite. MyHobby Place grossit très vite au moment où on commence. Okay, et après, il commence à faire rentrer d'autres partenaires dans son board, ce qui est tout à fait légitime de sa part. Hein. MyHobby Place, c'est une structure professionnelle qui a envie de grandir. Et donc, par la suite, on va avoir d'autres gros médias, notamment Iggy TV, Planet Wargame. Et après, il y en a d'autres qui vont rentrer dans le board. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il fait aussi rentrer des petites chaînes dans MyHobby Place. Et les petites chaînes, elles nous divisent nos affiliations. C'est-à-dire que y a des petites chaînes qui, globalement, leur niche de viewers, elle est déjà chez Creative Wargame. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont une sous-niche de Creative Wargame et en fait, ils vont ponctionner des affiliations à la chaîne. Parce qu'il y a des gens qui vont, c'est pas un gros volume, hein, je dis pas, mais ils vont ponctionner des affiliations à la chaîne qui vont partir sur d'autres petites chaînes. Donc finalement, ça ramène pas plus de visibilité à MyHobby Place, ça ramène pas d'autres gens dans MyHobby Place, ils vont juste diviser les affiliations qu'on avait déjà à la chaîne. Donc en fait, je vois au fur et à mesure qu'il rentre de nouvelles personnes dans MyHobby Place, nous les affiliations réduire. Alors que
on a été les premiers, etc., etc. Bon, encore une fois, c'est le jeu, je l'accepte, c'est comme ça. Tout le monde, il y a de la place pour tout le monde et ça fait partie. En fait, on est dans un monde ultra concurrentiel où on doit prendre en compte cet aspect-là. Voilà, on doit le prendre en compte. Donc, et c'est arrivé relativement vite où on a vu les affiliations baisser, etc., etc. Et arrive la nouvelle 10e édition de Warhammer 40 000. Elle arrive. Et donc, on sait que ça représente un volume conséquent de ventes pour My Hobby Place. Donc, mathématiquement, c'est des affiliations importantes pour la chaîne. C'est un moment clé pour la chaîne. C'est un moment où on va rentrer de la trésorerie dans la chaîne, etc., etc. Bref. Et donc, je sais que moi, il faut que je fasse de la communication par rapport à ça. Et c'est important. J'ai un premier sentiment de crispation parce que je vois nos affiliations baisser, parce qu'il y a de plus en plus de monde dans My Hobby Place, mais c'est comme ça, encore une fois, je l'accepte, tu vois, ça fait partie du jeu. Et je vois sur Internet, sur Facebook et tout, popper des trucs où en fait, il y a plein de petites boutiques qui vont défendre leur business aussi, encore une fois, hein, moi je leur en veux pas à ces gens-là, ils font leur life, et toutes ces petites boutiques, en fait, finalement, elles ne respectent pas les consignes de Games Workshop parce qu'en fait, ils n'ont pas de visibilité, donc ils vont pas se faire strike par Games. Et en fait, ils commencent à prendre des précommandes sous le manteau. Voilà. Les mecs prennent des précommandes sous le manteau, ce qui est formellement interdit pour les revendeurs Games Workshop. Ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est une clause qu'ils ont signée, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais comme globalement, c'est des pages Facebook qui prennent tout en privé, ils ont peu de visibilité, etc., ils le font. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ils s'exposent. Eux s'exposent potentiellement à se faire dégager par... Ils peuvent se faire strike leur contrat parce qu'ils n'ont pas respecté. Mais surtout, ce que je vois, je me dis, putain, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils prennent des commandes et ils vont aussi... ils prennent des commandes alors qu'ils ne doivent pas. Et nous, on est obligé de finalement de respecter les règles du jeu parce qu'on a plus de visibilité. Donc je me dis, attention. Et en plus de ça, derrière, ces gens-là créent la panique. Ils créent la panique en disant, attention, quantité limitée, ce qui est vrai en soi. On a droit qu'à 10 boîtes, on a droit qu'à 12 boîtes, on a droit qu'à 15 boîtes, etc., etc. Sauf qu'en fait, nous, avec My Hobby Place, moi, je sais de connaissance de cause, et les autres grosses chaînes, et à ce moment-là, c'est Planet Wargame et Iggy TV, on a ramené suffisamment de volume à My Hobby Place pour qu'il devienne le plus gros revendeur de figurines de France, et qu'en fait, il ait un contrat qui lui permette d'avoir beaucoup plus de stock. Et donc, en fait, je vois tous ces petits revendeurs spammer sur les Facebook, etc. en disant « Ouais, quantité très limitée, les boutiques ont que 10 machins, réservés, machin, etc. etc. » Et moi, je sais pertinemment à côté que c'est pas vrai et qu'on va avoir un gros volume avec My Hobby Place. Donc, du coup, avec les différents sentiments de frustration que j'ai, de me dire « Putain, nos affiliations sont en train de baisser, il faut que je booste sur la com, il faut que je bûcheronne. » Et en même temps, les petits revendeurs qui, eux, veulent tirer leur épingle du jeu et créent la panique sur les réseaux en disant ah, « Achetez vite votre boîte, vous pouvez acheter déjà votre boîte, etc. etc. » Je me dis là, il y a vraiment un manque à gagner pour la chaîne, alors qu'on fait un travail pertinent tout au long de l'édition pour motiver les joueurs à suivre le jeu, etc. etc. Ça, je vais pas vous mentir, ça m'a saoulé de voir que y a des petits profiteurs qui veulent en fait faire leurs chiffres parce qu'il y a une grosse sortie et après ces gens-là en fait disparaissent. Ces gens-là après disparaissent finalement de la sphère médiatique, de la sphère de communication. Une fois qu'ils ont fait leur vente, après vous n'entendez plus parler de ces gars-là. Ils sont plus là. Et nous, finalement, on continue de faire le travail de médiatisation du jeu, etc., etc. Donc ça m'a frustré et j'ai posté un message. J'ai clairement fait le bourrin. En disant arrêtez, vous dites de la merde, il n'y a pas de problème de quantité sur les boîtes sur les boîtes de lancement. Je le sais, j'ai raison en plus, puisque je crois que la boîte Léviathan, vous pouvez encore l'acheter. J'ai vu une créatrice de contenu il n'y a pas plus de 3 semaines faire une story en disant je reviens, j'ai acheté les produits de première nécessité, et elle sort la boîte Léviathan d'un sachet de course. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, 2 ans après, tu peux encore acheter la boîte Léviathan. Voilà. Bref. Donc tout ça pour vous dire que les mecs créent un vent de panique pour récupérer des ventes. Et moi, ça m'a un peu gonflé. Et du coup, j'ai fait le bourrin. Meilleur souvenir de tournoi, parce qu'il faut parler des points positifs. Meilleur souvenir de tournoi. J'ai beaucoup aimé ma Ligue 2 Sud-Ouest là. J'ai passé un très bon moment. Meilleur souvenir de tournoi... J'ai un très bon souvenir de ma dernière partie à l'Open de Toulouse contre Delto, un joueur Eldar. J'ai passé une très bonne partie. J'ai un très bon. Je pense que c'est plutôt des parties en fait. J'ai un très bon souvenir de cette partie-là. Plein d'autres parties en fait. Il y a plein d'autres parties. J'ai passé des super parties.
Mais voilà, mais Ligue 2 Sud-Ouest, j'ai beaucoup aimé ma Ligue 2. Et si je dois remonter dans le temps, j'ai un très très bon souvenir de ma participation à l'ETC 2019. À l'ESC d'ailleurs, c'était la version solo à l'époque des championnats du monde. J'ai un très bon souvenir de ce tournoi-là. Voilà. Suivant assidûment ton contenu depuis l'époque avant départ pour les dom-toms, malgré les hauts et les bas de la chaîne, tu as su garder le cap, faisant partie de mon quotidien durant mes sessions peinture. Quel serait l'élément déclencheur qui te ferait arrêter YouTube selon toi? C'est pas une question ce que tu dis, mais malgré les hauts et les bas, tu as su garder le cap. Il y a beaucoup de gens qui m'en tiennent rigueur de ça, qui sont souvent surpris et étonnés par ça. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, je suis très content que vous soyez attentifs et sensibles au fait que malgré les hauts et les bas, finalement, je suis une des chaînes les plus anciennes du wargame francophone et on a une des communautés les plus actives du wargame francophone. Et en fait, je pense la leçon que l'enseignement, c'est moins condescendant. L'enseignement que j'aimerais pouvoir partager à tout le monde, que ce soit aux créateurs de contenu, aux gens de la communauté, etc., etc., c'est que chaîne, pas chaîne, on s'en fout en fait. La vie, de manière générale, elle est faite de hauts et de bas. Et ce qu'on va regarder, in fine, c'est comment tu t'en sors sur la durée. Comment tu te sors grandi de toutes les épreuves, de tous les hauts, de tous les bas. Comment tu t'en sors. Je peux pas m'arrêter parce qu'il y a un bas, parce qu'il y a un drama. Et de la même façon que je dois aussi contenir quand il y a des hauts, quand il y a des moments où la chaîne explose, où il y a de la grosse visibilité, où il y a une grosse interaction. Je le contiens aussi. Au même titre que je contiens le bas, je contiens le haut, dans le sens où je me laisse pas emporter en me disant ça y est, waouh, je suis devenu une star d'internet, hein, c'est génial, les gens m'adorent. Non, non, non. Il y a forcément un moment où vous aurez la tête sous le nuage en fait. Vous aurez la tête sous l'orage, mais il faut savoir que l'orage finit toujours par s'arrêter, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Quel serait l'élément déclencheur qui te ferait arrêter YouTube selon toi? Que je trouve un autre truc ce qui me ferait arrêter Creative Wargame, c'est que je trouve un autre truc qui m'anime et qui me passionne. Et je sais qu'il y en a. Mais un truc qui m'anime, qui me passionne et qui me prenne du temps. Voilà. Comme par exemple le sport de combat. J'adorerais ouvrir en projet professionnel, j'adorerais ouvrir une salle de sport de combat. Et je sais que ça, typiquement, c'est un truc qui prendrait énormément de temps. Et ça pourrait m'amener à arrêter YouTube. C'est pas le cas pour l'instant, rassurez-vous. Mais voilà, c'est un exemple. En fait, ce qui pourrait me faire arrêter YouTube, c'est un truc qui me passionne plus que ce que je fais déjà. As-tu des attentes pour la V11 au niveau jeu ou pas vraiment? Pas de suite, mais bon, comme la dernière saison de la V10 commence très bientôt, je suis curieux. Bah, moi, j'aurais tendance à dire, mes attentes de la V11, c'est qu'elle soit aussi bien que la V10 et qu'elle soit aussi équilibrée que la V10 et qu'elle soit pas trop différente de la V10. Voilà, je récidive ce que je dis depuis maintenant un bon moment. La V10, c'est la meilleure édition de Warhammer 40 000 d'un point de vue jeu optimisé. Et je souhaite que la V11 soit dans cette ligne-là. Voilà. Question pour le fun. Un enfant en bas âge, un métier à plein temps, une chaîne YouTube et un temps de jeu proche du compétitif. Combien d'heures par nuit dors-tu? Maintenant un peu plus, avant très peu. On me le dit souvent. On me dit souvent, putain mais comment tu fais gros? Comment tu fais pour faire tout ça? Bah je vais vous donner la seule et unique réponse qui vaille la peine d'être mise en lumière. C'est parce que j'aime ce que je fais en fait. Parce que j'aime ce que je fais en fait. Et vis de quelque chose qui te passionne et t'auras l'impression de ne jamais avoir travaillé dans ta vie, tu vois. C'est vrai, c'est un adage, c'est pas exactement l'adage, ok. Et je sais que vous aimez me corriger sur mon français et mes fautes de langage, mes fautes de frappe verbale, mais l'adage est complètement vrai. Fais quelque chose que tu aimes, fais quelque chose qui te passionne et t'auras pas l'impression de travailler. Ben moi c'est pareil en fait. Passionné par ce que je fais, j'adore ce que je fais et en fait je le fais. Je pense que le fait de faire les choses qui vous passionnent, le fait de faire les choses qu'on aime, ça génère un cycle d'énergie chez soi qui, je pense que la passion, tu vois, c'est un truc très très solaire dans un individu, parce que
t'auto-cycles ton énergie en fait. C'est incroyable, mais l'énergie que tu te donnes pour créer quelque chose qui te passionne, enfin c'est pas le rendu de cette énergie, mais ce que ça va générer chez toi, la positivité que ça va générer chez toi, ça va recréer, ça va recycler ton énergie et t'es dans un cycle continu en fait, tu vois. Je pense c'est énergie infinie. Cheat code découvert. C'est faire quelque chose que vous aimez, faire quelque chose qui vous passionne. C'est le cheat code ultime pour avoir une énergie infinie. Voilà, je pense qu'on pourrait limite finir cette vidéo là-dessus, même si je vais continuer les autres questions, mais voilà. Tu paries sur la sortie de quelle faction pour la V11, de quelle Primark? Aucune idée. Aucune idée. On a entendu beaucoup de voix parler du Dark Mechanicus sur l'édition précédente, à cheval entre les deux éditions, entre la V9 et la V10, avec notamment la sortie de Vashtor et d'un arc narratif autour de Vashtor. Le Dark Mechanicus, pourquoi pas? Pourquoi pas le Dark Mechanicus? Voilà. Quel Primark pour la V11? Je pense les Manrus. Les Manrus, finalement, il n'y a pas beaucoup de Primark. Je ne suis pas un gros expert en lore, attention, hein, j'ai peur de dire des conneries. Mais il n'y a pas beaucoup de Primark qui sont encore en vie ou qui sont portés disparus. Je pense que les Manrus en fait partie. Ça me paraît tout à fait cohérent que ce soit les Manrus. Voilà. Avec le recul sur la Védus, quelle est la règle la plus naze, mal écrite selon toi, et celle que tu trouves la mieux écrite, plus structurante intellectuellement d'une partie? La règle la plus naze, la plus mal écrite, je sais pas, j'ai pas comme ça. Je pense que les règles nazes de début d'édition, elles ont été modifiées. Je pense que les règles qui sont les mieux écrites et qui donnent vraiment une structuration intellectuelle à la partie, ça va être les mécanismes avec les décors. Je pense que les mécanismes avec les décors sont hyper importants autour des loss, etc. etc. Et ce qui va structurer intellectuellement une partie, c'est le système de scoring. Pour moi, ça va être le tournament compagnon accompagné de la saison de jeu, que ce soit Léviathan, Paris Nexus, ou là, en sortie actuelle, Chapter Approved. Mais pour moi, c'est ce qui fait vraiment la démarche intellectuelle autour du jeu. Voilà, qui fait qu'on n'est pas sur un jeu de poutre pure, mais on est sur un jeu de scoring dans lequel on va réfléchir à comment on va gagner une partie. Est-ce que tu aimes le fait qu'on joue en France sur 2 layouts, fake WTC, une préférence? Non, pour le coup, j'apprécie pas du tout. C'est dommage. En fait, il faut savoir que c'est dommage, mais en fait, c'est dû au fait que le fait, faut bien comprendre ceci, le fait qu'on soit en double layout en France, c'est dû au fait que Games Workshop vient de reprendre la main sur son jeu compétitif qu'il y a 2 ans. Donc avant, il n'y avait pas de layout Games Workshop. Que nous, en France, on a toujours été attirés par le format WTC, anciennement ETC, qui était le jeu d'équipe avec un layout proche. Qu'on a un gros circuit sur le jeu d'équipe. Et que finalement, depuis des années, les associations et les groupes de joueurs se sont équipés des layouts WTC. Et que du coup, la FEC a trouvé, on va dire, un équilibre entre layout Games Workshop et ce que possèdent les associations. C'est ce qui fait qu'on a 2 layouts. Moi, j'espère que petit à petit, en fait, ce qu'il faut, c'est que le WTC s'aligne. Si le WTC s'aligne sur Games Workshop, mathématiquement, la FEC s'alignera et on n'aura qu'un seul layout. Le problème principal est que le business du décor est un modèle économique chez les organisateurs du WTC. Ça fait partie d'une rentrée financière chez eux. J'ai pas les tenants, j'ai pas les aboutissants, je vais pas vous parler de quelque chose que je ne sais pas, mais c'est clair et net que la vente de décors fait partie de leur modèle économique. Donc si demain ils se mettent à s'aligner sur les décors Games Workshop, est-ce que c'est pas problématique pour eux? Bref, j'en sais pas plus. Voilà. Mais en l'état, je n'apprécie pas nécessairement le fait qu'on joue sur des layouts qui soient différents. Je préférais qu'on ait qu'un seul layout et que ça soit un layout qui soit lissé pour tout le monde. Tes anecdotes les plus salées, bon, j'en ai déjà pas mal. L'anecdote la plus salée, celle que j'ai gardée en mémoire, celle-ci, elle est caca. Celle-là, elle est caca, cette anecdote. WTC 2019. Alors, il faut savoir qu'avant le WTC, c'était le Winter Team Championship. C'était pas le World Team Championship, puisqu'à l'époque, c'était l'ETC, l'European Team Championship. Et le WTC, c'était un tournoi d'hiver qui se faisait
en Serbie, je crois. Peut-être en Pologne, je sais plus. Non, c'était pas en Pologne. C'était bon, je sais plus. Disons que c'était en Serbie, ok. Et c'est un tournoi d'équipe auquel vous pouvez participer et auquel, à l'époque, il y avait un contingent français qui participait. Il y avait 2 contingents français d'ailleurs. Il y avait une équipe un petit peu jouée par des joueurs à ce moment-là qui était de l'équipe de France, qui étaient plutôt des joueurs de l'équipe du Bisounours, que vous connaissez peut-être plus maintenant, qui était à l'époque EDLR, Mackay, Chazo, etc., etc. Et il y avait un groupe, de mémoire, il y avait aussi un groupe de joueurs français qui était constitué par les semi-croustillants, de mémoire. Il y avait un groupe avec Mogor, Bulgor, Père Castor, que des mecs en or. Et ils avaient fait une équipe. D'ailleurs, ça commençait à être le moment un petit peu où, je crois, les semi-croustillants commençaient à monter un peu en gamme et s'investir beaucoup plus dans le jeu d'équipe. Et c'est par les années d'après qu'ils ont... que l'équipe en titre, bon bref, Bisounours s'est fait battre, etc. On s'en branle, c'est pas le sujet. Et moi, j'avais envie d'y aller, et du coup, je suis pris en tant que mercenaire dans l'équipe polonaise. Donc dans l'équipe 2 polonaise. En gros, les Polonais, ils ont un gros pool de joueurs, ils avaient une équipe avec tous leurs killers, et ils avaient une deuxième équipe avec des prospects pour leur équipe 1, et il leur manquait 2 joueurs, et moi, je me suis porté volontaire pour aller jouer avec eux. Voilà. Et quand je pars là-bas, du coup, je contacte à l'époque Aretas, qui était le capitaine du groupe France qui allait là-bas. Et je lui dis, ouais, je vais là-bas. Alors, en plus, à l'époque, dans ce groupe France, j'avais des bons potes. Je m'entendais bien avec plein de monde. Et notamment Dletch, qui était un vrai copain, qui avait fait plein d'apparitions sur la chaîne, etc. etc. Et je dis à Aretas, je dis, ouais, je sais que vous allez là-bas, j'y vais aussi. Est-ce qu'on peut se grouper, tu vois? Vous allez à quel hôtel? Je viens à l'hôtel avec vous, tu vois, si c'est OK, machin. Et donc il me répond, il me dit ouais, pas de souci. Par contre, faut que je vois avec avec Evie, parce que c'est lui qui gère nos réservations, parce qu'il va couvrir médiatiquement. C'était la période où en gros FWS commençait très sérieusement à suivre le jeu compétitif, à couvrir les déplacements de l'équipe de France, et pour le coup c'était une échéance pour l'équipe de France, parce que c'était un tournoi sur lequel il y avait des grosses nations. Et donc, ils avaient un partenariat avec... encore une fois, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais ils avaient un partenariat avec FWS à ce moment-là, où en fait, c'était un petit peu FWS qui s'occupait de la logistique de l'équipe de France. Et en contrepartie, les joueurs de l'équipe de France jouaient le jeu, tu vois, de faire du reporting, de passer en live, etc., etc. Bon, je passe les détails, je ne les connais pas. Donc on s'en fout, c'est pas le sujet. Et donc, Aretas me dit, ouais, faut que je vois avec Evie, parce que c'est lui qui gère les réservations, etc., etc. Je dis, écoute, juste, si c'est lui qui gère les réservations, tu demandes qu'il prévoit juste une chambre en plus. S'il réserve, je sais pas, 10 chambres, qu'il réserve 11 chambres, et je paye la 11e chambre, tu vois. Et j'ai pas de nouvelles pendant 2 semaines ou 3 semaines, et en fait, 3 semaines après, je relance Aretas, je lui dis, salut tonton, où est-ce qu'on en est pour les réservations? Et il me dit, bon, je suis désolé, mais Evie veut pas que tu viennes avec nous à l'hôtel. Il veut pas que tu sois avec notre groupe. Voilà, il veut pas. Donc, lui, il me dit, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête sur vos histoires. Il n'y avait pas d'histoire en plus. Donc, il m'a dit, règle ça avec lui. Mais voilà, en l'occurrence, moi, je gère pas ton cas, quoi. Donc, je dis, ah ouais, ok, on en est là. Et j'ai dit, tant pis, ok, je ne viendrai pas avec vous. Voilà. Le thème était posé, quoi. Je veux dire, là, on a posé les bases. On a posé les bases de ce fameux monde de bienveillance et de bisounours dans lequel apparemment plein de monde évolue dans notre communauté. J'ai dit, ah ok, bon d'accord, je prends acte, et puis c'est comme ça. Bon, après j'ai compris aussi que globalement, il y a personne qui se bat, les gens se battaient pas pour moi, quoi. Je veux dire, hein, qu'on s'entende bien. Il y a personne il y a pas de voix qui se sont levées pour dire, mais parce qu'en plus à l'époque il y avait Olomé dans l'équipe, Olomé qui est pareil, qui apparaît, il y avait Olomé, il y avait Dletch, il y avait d'autres joueurs qui apparaissaient sur ma chaîne et qui étaient déjà venus chez moi, avec qui je m'entendais très bien, avec qui je jouais régulièrement. Les mecs ont pas levé le ton en disant, mais gars, casse pas les couilles, en fait, on le prend avec nous, tu vois, c'est un pote, etc. Tu vois, j'ai compris qu'il y avait une limite, en fait. Il y avait une rupture, en fait, entre les gens que tu crois être tes potes et les gens qui sont tes potes. Voilà, ça a été mon anecdote la plus salée, et voilà. Quelles sont les factions que tu as disponibles dans ton studio? Il y en a pas mal. Space Marines, Adeptus Mechanicus,
pour ce qui est de l'Imperium. Astra Militarum, bien que l'armée Astra Militarum, je veux la vendre et elle est en vente d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Discord si l'armée Astra Militarum vous intéresse, parce que je vais pas les garder. Donc AdMech, Space Marines pour ce qui est de l'Imperium. Pour ce qui est du Chaos, j'ai rien du tout en Chaos. Et après, j'ai du Xenos, j'ai de l'Orc, j'ai de l'Eldar, j'ai du Necron, et j'ai du Tyrannide, et j'ai du Kulden Stealer. Et le Tyrannide aussi, je vais me défaire de l'armée Tyrannide. Je vais me séparer de l'armée Tyrannide. L'armée Tyrannide va être mise en vente. Elle est énorme, l'armée Tyrannide. Il y a 10 000 points, tout est peint. Donc c'est pareil, si vous voulez me contacter en MP, que l'armée Tyrannide vous intéresse, n'hésitez pas, elle va être mise en vente bientôt. J'en prends 40k depuis la V6 de mémoire, j'avais arrêté par ras-le-bol des déséquilibres. D'après toi, 40k à l'heure d'aujourd'hui est-il équilibré? Et sinon, le sera-t-il jamais un jour? 40k en est à sa version la plus équilibrée. Non, je vous le dis. En fait, c'est une version équilibrée parce que la première métrique qui te fait gagner une partie ou perdre une partie, c'est le niveau de jeu. Voilà, je pense que demain, je prends une liste d'armées qui n'est pas un top codex, je joue contre un joueur qui fait 2 parties par mois et qui prend un top codex, je pense que je le bats. Je pense que je le bats parce que en fait le skill de jeu, la lecture de la partie, etc. est plus importante que le fait de jouer des unités qui sont très fortes. Et le jeu est suffisamment bien équilibré pour que ça soit le cas. Donc pour moi, la V10 de 40k, pour moi, c'est actuellement la plus équilibrée. Et honnêtement, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Voilà. Le seul truc qui vraiment m'apparaît comme être une faille dans ce que fait Games Workshop, c'est que quand ils sortent un truc, il n'est pas équilibré. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui sort et il faut attendre quelques semaines, / quelques mois. Alors maintenant, c'est plutôt quelques semaines. Mais il faut attendre quelques semaines pour qu'il le fasse et qu'il revisse le truc, tu vois. C'est en gros, il te livre un meuble et il est un peu branque-ballant, tu vois. Ils n'ont pas vissé jusqu'au bout. Et c'est une fois que le meuble est chez toi que là, ils commencent à le fixer. Ils accrochent les murs, tac, tac, tu vois. Ils mettent les derniers coups de vis, ce qui fait que le meuble tient, tu vois. Et ça, du coup, ça crée toujours des petits moments de frustration dans le jeu. La dernière en date étant le Mordaka, qui a été un détachement complètement pété et qui avait un taux de win rate de débilos. Et tu pouvais pas faire grand-chose contre ça. Bon, voilà, ça, on s'en passerait bien. Je trouve qu'on s'en passerait bien. Pour moi, ça porte préjudice un peu au jeu. Et voilà. Mais sinon, pour le reste, je trouve super. Les tables ETC sont bien pour le jeu, mais côté beauté des décors et immersion, c'est plutôt pauvre. Le jeu compétitif pourrait-il être compatible avec des belles tables, même si ce n'est pas l'objectif premier d'une table compète? Alors, les décors compétitifs sont peu immersifs. Je suis pas d'accord avec toi. Alors évidemment, si tu regardes les vidéos de tournois où en fait les orgas doivent aligner 100 tables et ils ont juste des décors en carton plume, pas peint, juste des murs, effectivement c'est très pauvre, je te le concède. Mais typiquement, nous sur la chaîne, on joue sur des tables qui ne sont que des tables standardisées compétitives et la table elle est très belle en fait. La table est très belle dans la mesure où en fait t'as des murs avec de la texture, avec des fenêtres, avec des visuels qui sont peints et t'as un beau tapis. Je pense que ça fait très bien le taf. Après, bon, tu peux pas comparer ça à une table quand tu regardes ce que par exemple peut faire, notamment sur une de ses dernières vidéos, Planet Wargame avec une table enneigée de ouf. Voilà, effectivement, c'est pas comparable, tu vois, c'est pas comparable et tu n'auras jamais ça en compétitif parce que tu dois standardiser pour que le jeu compétitif soit viable, tu dois standardiser le layout de table. Donc tu peux pas avoir des trucs qui cassent les mécaniques de jeu, tu peux pas avoir des murs trop épais, tu peux pas avoir des trucs qui interdisent le passage des véhicules, etc. Sinon, ça casse le jeu finalement. Mais tu peux quand même avoir des décors qui soient beaux et je pense en l'occurrence qu'actuellement les tables sont plutôt cool. Voilà. Allez, Darian qui nous demande Ilou Poulki. Bah, Poulki, pareil, hein, que tous les copains d'Île-de-France. J'ai plus trop contact. J'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça. Il ne joue plus du tout à Warhammer 40 000. Il est sur Blood Bowl, notre ami Poulki. Et voilà. Je sais pas si la question a déjà été posée. Tu aurais pu le savoir en lisant les questions au-dessus. Mais à quand un live avec Evie de FWG? Je pense que c'est FWS. Je suis pas branché foot, mais je pense que ça serait un OM PSG ou Toulouse Stade Français que j'aurais plaisir à regarder. Je pense pas que ça se fera pour la simple et bonne raison que
Je pense qu'il ne nous porte pas dans son cœur. Je pense qu'ils ne me portent pas dans leur cœur les gens de ce média. Pas que Evie d'ailleurs, parce que je pense qu'il ne travaillait pas tout seul sur son truc. Mais je pense qu'ils ne me portent pas dans leur cœur. Donc je pense que c'est un live qui n'aura jamais lieu. Bien que moi j'y sois favorable, hein, honnêtement, ça me ferait rigoler. Honnêtement, ça me ferait rigoler. Maintenant, jouer contre Evie, ça sera pas un OM PSG pour la simple et bonne raison que Evie, c'est pas un joueur compétiteur en fait. C'est plutôt un animateur. Donc jouer contre des gars de son équipe qui sont des compétiteurs, qui sont ses consultants. Qui sont ses consultants jeu comme Père Castor ou Zeka, etc. Là, pour le coup, ça peut faire une belle partie. Mais moi, jouer contre Evie, ça a pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un joueur qui fait du tournoi, c'est pas un joueur méta. Lui, il a un rôle plutôt d'animation en termes de jeu. Donc voilà. Y a-t-il une faction que tu ne joueras jamais, les taux, que ce soit le style qui te débecte ou l'aspect visuel, les taux, ou alors tu t'en tapes et vive le méta beach? Non, pas les taux, les gars. Je ne jouerai pas taux. Je ne jouerai pas tôt, je dis ça, et puis ça se trouve, en V11, ils vont sortir des figurines que je vais trouver trop belles, le gameplay aura évolué, et voilà. Non, franchement, il n'y a pas de faction que je ne jouerai jamais. Enfin, je me dis pas, oh là là, cette faction, je la touche pas parce que je l'aime pas. Encore une fois, c'est très propre à un moment, à un instant T dans une édition. Le gameplay d'une faction, etc. C'est très propre à un certain moment. Donc... finalement, peut-être qu'il y a une faction que j'aime pas maintenant visuellement, et à la prochaine édition, il y aura une nouvelle sortie et je vais aimer, tu vois, donc voilà. Et typiquement, le Meta Beach, je vous le dis, c'est pas un bon plan pour évoluer dans le jeu sainement, c'est pas un bon plan. Voilà. J'ai testé la saison dernière de basculer un petit peu sur des factions selon ce que proposait la méta. Et honnêtement, j'ai plutôt perdu du temps et perdu de l'énergie qu'autre chose. Comment tu gères le rapport investissement Wargame par rapport à ton couple et ta vie de famille? Je pense qu'on doit être plusieurs à devoir gérer ça, surtout en compétitif. Je suis sur la brèche en continu. Voilà, globalement, c'est chaud, mais bon, ma femme comprend. Donc ça aide pas mal. Est-ce que tu nous ferais un concept style on choisit ta prochaine armée et tu la joues à ton prochain tournoi? Pour la raison suivante, c'est que je n'arrive pas à jouer une armée que je n'ai pas train. Et que j'ai besoin vraiment de... En gros, moi, ce qui me fait défaut dans le jeu, c'est que j'ai pas un gros levier cognitif d'apprentissage. Enfin, un levier cognitif de mémorisation. Ok, ça me faisait défaut en scolarité aussi. Je retiens pas très très bien les choses. Ok. Ce qui va faire que je vais retenir très bien les choses, c'est la répétition, ce qu'on appelle le drill. Faire. Ça me permet d'engranger de l'expérience. Ok. Le théorique, j'ai beaucoup de mal. Donc, prendre une armée, me baser sur un apprentissage théorique, les unités se jouent comme ça, etc. Et aller en tournoi avec, je vais me faire déboîter. Je vais me prendre des culs, c'est sûr. Je vais pas faire les bons choix, c'est compliqué. Donc moi, j'ai besoin vraiment de masteriser un truc pour pouvoir l'utiliser en tournoi. Donc je peux pas faire ce choix-là de dire je choisis mon armée, je vais la jouer. Je suis pas du tout un joueur. Il y a des joueurs qui ont vraiment cette habilité-là, prendre une armée, d'être capable de la jouer. Moi, je ne peux pas faire ça. Quand est-ce que tu montes un site de paris sportif du Wargame? Jamais. Une photo de ta pile de la honte? Je n'en ai pas. On n'a pas parlé d'oseille. Eh ben écoutez, on n'en parlera pas. Je pensais vraiment que cette question allait sortir. Genre, ça gagne combien un créateur de contenu Wargame? Eh ben, j'ai fini les questions, les gars. J'ai fait le tour des questions, mes petits potes. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à mettre le petit pouce des familles si ça vous a plu, à laisser en commentaire ce que vous avez à commenter, vous abonner si vous me découvrez par le biais de cette vidéo. Vous me retrouvez très régulièrement en live entre midi et 2 sur YouTube pour vous proposer des formats d'analyse, de review, de méta, de débrief de codex, etc. Le contenu plus spécifique de la chaîne pour tout ce qui est compétitif, review, intervention, d'autres compétiteurs sur des codex, vous le retrouvez sur la playlist Prime via Tipeee et via les affiliations. Et enfin, vous me retrouvez sur Discord. Il va y avoir un petit peu d'actualité sur YouTube, comme je vous l'ai dit, comme j'essaie de vous le faire comprendre sur les différentes interventions, sur certaines questions. Je me concentre actuellement sur le jeu, ce qui fait que je suis un petit peu en retrait par rapport à la création de contenu sur la chaîne. Je fais des choses beaucoup plus simples, je fais plus de rapports de bataille, pour l'instant je fais plus de live. Ça devrait revenir normalement si je retrouve la foi et si l'audience Creative Wargame reprend un petit peu
un petit peu de panache, parce que finalement c'est aussi ça que je voulais vous dire. C'est hyper important qu'on ait un maximum d'interaction avec notre communauté, ça nous motive et ça me motive moi personnellement à aller au bout des projets, ça me motive à donner toujours plus d'énergie. Donc plus vous êtes réactif, plus vous êtes engageant vis-à-vis de ce que je fais, plus j'aurai envie de vous en faire, c'est mathématique. Donc je ne peux que vous inciter à ce qu'on aille dans ce sens-là pour faire circuler la bonne énergie, hein, tout simplement. Et enfin pour finir, petite idée que je vous lance comme ça, là aujourd'hui c'était la grande FAQ, et ma question, j'aimerais pourquoi pas partir sur un format, le grand showcase Creative Wargame. Là je vous ai montré très vite fait les figurines de la chaîne, mais pourquoi pas partir sur un truc avec un peu plus immersif pour vous montrer les figurines plus en détail, sur la peinture, les décors, mettre tout ça, toutes ces petites situations, des petits diaporamas, des petits dioramas et puis des belles images autour de la figurine. C'est tout à fait envisageable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les seigneurs de guerre.